Merci de votre sympathique attention à notre programme ya Africa Cool Télévision. Très chers internautes, mbote na bino bipaïnyo so bokozwa libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo oyo chaîne na bino tomemi bino en direct ya IGF et pas yoapi depuis un certain temps ba institué qui système ya ba échange citoyen entre la population na inspection générale des finances pour na koluka ko expliquer penza en long et à large oyo ezabongo mission na bango awa na République démocratique du Congo. Nde na occasion wana mokolo ya mardi 12 avril 2022 ezala ki 5e jour, il y a un échange entre l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alingete, et puis hommes et femmes des médias sous les thèmes la lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État à travers l'IGF. Quel rôle pour les femmes et hommes des médias? Miloulou Yango et Salamaki na amphithéâtre. Félix Antoine Sekedi dit le mot dans l'enceinte de l'IGF. On a sur la Bilili à Africa Cool Télévision. Monsieur l'inspecteur, chef des services et toute la direction de l'IGF, toute la presse de Kinshasa, renforcée par celle qui est venue de province, vous remercie. Vous remercie de nous recevoir ici dans ces installations dignes d'un grand pays. Nous vous remercions parce que la presse, c'est un pouvoir. Nous sommes un pouvoir à part entière. Nous sommes le maillon important de notre pays. Si vous avez accepté de nous inviter et surtout de nous recevoir ici, c'est pour que nous puissions d'abord savoir c'est quoi l'IGF. Ensuite, nous devons savoir quelles sont les missions qu'on vous a données, que l'État congolais vous reconnaît. Et puis, les enquêtes que vous menez, les conclusions de ces enquêtes, ça mène à quoi? De la prédation financière dans la vie collective de tout un chacun de nous. Et deuxièmement, je vais parler des stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour mener la lutte contre la prédation financière dans la gestion publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner quelques petites précisions sur les interventions de mes prédécesseurs parce que je pense de la clarté de l'exposé dépendra les questions que vous allez nous poser. Donc il est important à mon point de vue que je puisse vider certaines préoccupations pour que ça ne puisse pas revenir en termes de questions. Je voudrais au préalable que vous sachiez que la lutte contre le détournement des deniers publics est une volonté du chef de l'État. C'est lui qui a pris cette décision et il a confié la mission, entre autres, à l'inspection générale des finances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'APLC, il y a le Sénaref et il y a la Cour des comptes. Chacun de nous donc avait reçu mission de s'investir dans cette lutte et de présenter son plan stratégique. Et nous, l'inspection générale des finances, nous avions présenté notre plan stratégique qui a été adopté et que nous mettons en application chaque jour. Donc, tous les gestionnaires publics qui ne réalisent pas encore que ce que l'inspection générale des finances fait est en réalité les directives et recommandations du président de la République se trompent
Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'inspection générale des finances, tel que ça a été dit, pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public, avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale, qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics, les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'inspection générale des finances commence par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons 3 formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui se fait exercice terminé. C'est-à-dire, comme on est en 2022, un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse le gestionnaire poser les actes de gestion, qu'il présente les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a le contrôle concomitant, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant se fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les 3 types de contrôle dépendent des degrés des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Dans des environnements où les gens sont civilisés, ils ont intériorisé l'existence des contrôles, on laisse les contrôles a posteriori. On laisse les gens travailler, présenter les comptes, et vous revenez une année après, 2 ans, pour regarder comment ces opérations se sont passées. Et cela suppose que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer afin qu'ils puissent répondre
des faits constatés. Dans un environnement où les antivaleurs deviennent de plus en plus élevés, partout au monde, on abandonne le contrôle a posteriori, on passe au contrôle concomitant, qui est ton pied, mon pied. C'est-à-dire, le gestionnaire est contrôlé au même moment qu'il est en train de poser les actes de gestion. Et plus grave, lorsqu'on a atteint des dimensions surélevées, on peut instituer un verrou de contrôle avant les actes de gestion. Comme en Belgique aujourd'hui, les inspecteurs de finances sont dans tous les ministères et ils donnent leur point de vue avant qu'un acte de gestion puisse être posé. Ils sont au niveau des contrôles a priori, avant l'acte de gestion. Et nous, au Congo, nous sommes encore au contrôle concomitant. Et c'est ce contrôle aujourd'hui qui pose un problème parce que nous n'étions pas habitués. On était habitué à un contrôle a posteriori où vous venez pour 1 mois, 2 mois, vous contrôlez quelqu'un, vous allez et vous faites rapport, et généralement les rapports qui étaient dessinés dans les tiroirs des autorités. Nous avions changé de méthode et je vais revenir là-dessus. Et les contrôles concomitants ont l'avantage d'être permanents et ça peut prendre 2 ans. Lorsqu'on vous prend dans un contrôle concomitant, on peut y rester jusqu'à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Jusqu'à ce que vous intériorisez les meilleures valeurs de gestion, c'est à ce moment-là qu'on peut lever les contrôles concomitants. Je voudrais également préciser la hiérarchie des contrôles dans notre pays. Nous avons les contrôles tels que le coordonnateur l'a dit, les contrôles parlementaires ou les contrôles politiques, qui est exercé par les parlements, l'Assemblée et le Sénat au travers des commissions économico-financières. Ces contrôles tiennent tout autre en État. Lorsque le Parlement de la République contrôle, c'est le contrôle supérieur, le contrôle suprême. Et ce contrôle tient tout autre en État et tout le monde doit lever l'encre. Le deuxième niveau de contrôle en termes de hiérarchie, c'est le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Le Parlement et la Cour des comptes exercent essentiellement les contrôles a posteriori. Ils ne peuvent pas exercer un contrôle concomitant ou un contrôle a priori. Les 2 organes exercent le contrôle a posteriori, c'est-à-dire des contrôles qui portent sur les années antérieures, les rapports financiers étant rendus. La Cour des comptes a 3 compartiments. En son sein, nous avons les auditeurs, nous avons un parquet près la Cour des comptes et nous avons la Cour elle-même. Les auditeurs sont des personnes qui descendent sur le terrain pour vérifier les comptes et faire rapport. Le rapport des auditeurs est exploité par les parquets près la Cour des comptes pour déceler les actes de mégestion et des infractions. Et c'est les parquets près la Cour des comptes qui défèrent les coupables de mégestion devant la Cour elle-même, la Cour des comptes. Le parquet ne peut déférer devant la Cour des comptes que, selon nos lois, les mandataires publics et les comptables. Les ministres, les gouverneurs et les ministres provinciaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Donc, si la Cour des comptes devra mettre en justice devant sa juridiction les gestionnaires, il ne peut s'agir que des comptables publics ou des mandataires publics, à l'exception des ministres nationaux, des ministres provinciaux et des gouverneurs de province. Je voudrais enfin situer les contrôles de l'inspection générale des finances comme 3e niveau de contrôle. Alors, les lois de la République disent ceci: les contrôles de l'Assemblée tiennent tout autre en état. C'est-à-dire, quand l'Assemblée intervient, tout le monde disparaît. Les contrôles de la Cour des comptes tient les contrôles, tout autre contrôle en état, à l'exception du contrôle de l'Assemblée, qui est au-dessus de la Cour des comptes. Ça signifie que quand la Cour des comptes intervient, si l'Assemblée est là, la Cour des comptes lève l'encre. Quand la Cour des comptes intervient, l'inspection générale des finances est là, le contrôle de l'inspection sur le volet a posteriori, parce que la Cour des comptes ne fait pas un contrôle concomitant. Sur le volet a posteriori, la Cour des comptes tient
le contrôle de l'inspection générale des finances qui est a posteriori à l'État. Et le contrôle de l'inspection générale des finances comme troisième levier de contrôle est supérieur à tous les autres contrôles qui puissent exister au niveau de l'exécutif. Je voudrais également préciser qui contrôle l'inspection générale des finances, qui contrôle la Cour des comptes. Vous devez savoir que nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous subissons des formes de contrôle. Les premiers contrôles portent sur les fonds mis à notre disposition pour fonctionner. Le deuxième contrôle porte sur la régularité technique des actes de contrôle que nous posons. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'Inspection générale des finances, j'aimerais que vous sachiez que tous les services de l'État qui bénéficient des fonds publics, ces fonds publics passent par des personnes que nous appelons les comptables publics. On ne peut pas mettre les fonds publics à la disposition d'un gestionnaire. On les met à la disposition du comptable public. Le Sénat a un comptable, l'Assemblée nationale a un comptable, la présidence a un comptable, tous les ministères ont un comptable, l'inspection générale des finances a un comptable, la Cour des comptes a un comptable, le parquet général a un comptable. Tous ces comptables reçoivent des fonds qui doivent être utilisés par les ministères, les institutions, les services que nous sommes. Ces comptables-là sont soumis à 4 types de contrôles en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il y a premièrement le contrôle de la comptabilité publique, qui est une direction du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition, comment les gestionnaires l'ont utilisé. Deuxièmement, il y a le contrôle de la reddition des comptes, qui est encore une direction du ministère des Finances qui contrôle les comptables chaque année, parfois chaque 6 mois, l'utilisation des fonds mis à leur disposition que les services ont utilisés. Nous avons encore le contrôle de la direction de l'audit du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition. Quatrième niveau de contrôle, c'est l'inspection générale des finances qui contrôle tous les comptables. Et 5e niveau, c'est la Cour des comptes. Donc, nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sur les fonds, nous subissons les contrôles de la comptabilité publique, les contrôles de la reddition des comptes, les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances et nous subissons les contrôles de la Cour des comptes. Autant que nous pouvons aller contrôler les comptables qui y a à la Cour des comptes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'auto-contrôler. En ce qui concerne le volet travail technique, comme notre mission de contrôle, il n'y a aucun organe qui les contrôle, nous subissons les contrôles hiérarchiques, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui est placée au-dessus de nous, qui fait le contrôle de la qualité technique du travail fait par l'inspection générale des finances. Et sur ce point de vue, je veux que vous sachiez que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'inspection générale des finances un service de la présidence. L'inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Mon adjoint et moi, nous sommes entrés à l'inspection générale des finances le 30 septembre 1989. Aujourd'hui, 34 ans. Et nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés 34 ans et nous avions gravi les échelons. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires. Et nous avions été confirmés. Nous avions gravi les 6 échelons de l'inspection générale des finances pour arriver jusqu'au bout. Nous avions traversé des régimes, nous avons traversé beaucoup de choses pour être là aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs de ministres et vice-ministres. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général
ce dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous n'avons aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts, un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons les confusions quand on voit des directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général. Et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, et vous commencez à descendre. Je voulais donner ces précisions-là pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Je voudrais également relever une chose avant que je puisse intervenir en ce qui concerne les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions voulu porter les contrôles de finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. C'est au fait ce que nous avions voulu aujourd'hui porter comme un niveau de contrôle. Je voudrais également, en termes de résultats résumés, que pour nous, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances, revêtus de la qualité d'OPJ, dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Et nous avions activé cette réalité-là. Donc nous avons cette double dépendance où nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État sur le plan administratif et nous relevons du procureur général pour activer les poursuites en cas de découverte des actes de détournement. Pourquoi nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État? Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et les détournements lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Voilà pour nous l'une des raisons. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut
afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. Je voudrais également dire que nous avions beaucoup contribué pour mettre fin à la cacophonie constatée dans la gestion des finances publiques. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions constatées et nous avions décidé de nous impliquer au péril de notre vie et parfois des menaces. Nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voudrais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique, les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement les ministères des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements, et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin et définir clairement ce qu'on doit comprendre par dépenses en procédure d'urgence. Je voudrais également rappeler ici que nous avions travaillé en 2020 auprès de tous les opérateurs miniers pour nous assurer des rapatriements des devises d'exportation. On était dans une situation où c'était la foire. Tout le monde exportait les minéraux sans rapatrier les devises. Or, ce sont les rapatriements des devises qui contribuent efficacement à l'amélioration des réserves d'échange. Les réserves d'échange étant les moyens en paiement en devises étrangères dont dispose la Banque centrale pour faire face aux demandes des importateurs, les devises à mettre à la disposition des importateurs. Donc, nous avions influé efficacement sur le rapatriement des devises. Nous avions organisé une mission fin 2020 qui a commencé à donner les résultats et beaucoup d'opérateurs miniers ont intériorisé désormais les contrôles des rapatriements des devises et les devises ont commencé à rentrer dans le pays. Nous avions procédé au contrôle de la Banque centrale, le contrôle qui a découvert les cartes Visa connectées directement au compte général du Trésor dont disposaient certains membres du gouvernement à leur guise, et c'est grâce à l'inspection générale des finances que ces cartes Visa ont été désactivées. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions trouvé le niveau maximal des recettes de l'État à 300 millions de dollars. Et les mois les plus spectaculaires étaient les mois où on réalisait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement. À partir du mois d'avril 2021, les finances publiques congolaises ont pris de l'ascenseur. Et nous sommes arrivés à un niveau minimal de 450 millions de dollars par mois. Soit des recettes supplémentaires chaque mois de 150 millions et ce n'est encore rien. Nous devons davantage travailler parce que le Congo a beaucoup de potentialités fiscales et économiques que nous devons capitaliser. Voilà un peu quelques précisions que je voulais donner avant que moi j'entre dans mon exposé. C'était que des précisions. Monsieur, je serai rapide. Monsieur l'inspecteur, Ouais. monsieur l'inspecteur, permettez que je fasse une incursion dans votre exposé. Oui. J'ai fait mienne les préoccupations de la presse de Kinshasa si présente. Nous avons suffisamment appris de l'IGF. Ok. Nous avons de la documentation de l'IGF. Ok. Et nous allons encore davantage, avec vos services, apprendre de vous. Ce que je peux vous préconiser, vous suggérer, c'est de nous faire la synthèse de votre intervention et de mon plein droit, je vais aussi abréger les questions. C'est-à-dire, je vais accorder d'une manière discrétionnaire. Voilà. Vous sentir, hein? De sorte que l'après-rencontre qui est en bas prenne aussi du temps. Merci beaucoup. Sinon, on va abréger en bas. Merci Président, beaucoup. Est-ce que la motion est adoptée? Soyez rassurés que je vais respecter le temps imparti. Le plus important était pour moi, je suis devant
la presse de mon pays d'évider beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions pour que nous ayons beaucoup de préoccupations, pour que nous ayons moins de questions. Je vais rapidement, en 10 minutes, comme ça vous allez poser des questions, vous parler tout d'abord des conséquences des détournements. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie sociale. Cela est une évidence. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur 100 $ sortis des finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que 20 $ qui arrivaient à destination. Donc 80 $ prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement corruption zéro ou détournement zéro. Faux, qu'on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voudrais dire que les proportions où nous sommes étaient inacceptables. Nous devrions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum de gens qui s'enrichissent au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Les détournements des deniers publics aggravent le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, des détournements dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne un marché, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre deux guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait les transferts de technologies, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minerais et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc, aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage
dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, c'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Des économistes, des juristes, des compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous d'autres cieux, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord, vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort. Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude, de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, les détournements, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement les conséquences des détournements des deniers publics, je voudrais brosser les stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Je vous ai dit que ce travail ici, que fait l'Inspection générale des finances, nous ne sommes qu'un service d'exécution. La décision politique de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission, avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'Inspection générale des finances, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'Inspection générale des finances avec les frais de fonctionnement de 60 000 $ le mois, avec un effectif de 50 inspecteurs généraux. Aucun inspecteur de finances, tous étaient des généraux. Notre plan était de rajeunir les corps d'inspecteurs de finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Donc nous avions multiplié les effectifs de l'Inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idées, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'Inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il lui faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça, c'est moi. Donc, il fallait travailler sur les conditions de travail, des conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avions procédé à des réformes
à des réformes sur le mode de gestion de ces services. Le mode de gestion que le Cordo vous a brossé. Nous avions quitté les mécanismes de frais de fonctionnement pour accéder au mécanisme d'une rétrocession axée sur les niveaux de recettes réalisés par les pays, et l'inspection générale des finances était reconnue comme service d'appui à la mobilisation des recettes. Donc, on quittera des frais de fonctionnement de 60 000 $ avec 50 inspecteurs généraux pour faire le travail sur l'ensemble du territoire, pour avoir 225 inspecteurs des finances, et le gouvernement nous reconnaîtra de fonctionnement en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé 4 brigades. Les brigades sont des unités opérationnelles qui exécutent des missions. Nous en avions trouvé 4. Et ces brigades-là, dans leur forme, existent depuis 1987, soit près de 35 ans. Alors que les finances publiques ont connu une évolution. Quand vous allez à la DGI, il y a eu tellement de changements. La DGI était adaptée, la DGRAD était adaptée, la douane était adaptée. Nous, on est resté 35 ans en arrière. Il a fallu restructurer l'organisation administrative de l'inspection générale des finances pour l'adapter à la donne des finances publiques actuelles. C'est ce qui nous a fait passer de 4 unités d'attaque, unités opérationnelles, à 10. Ces unités se reconnaissent dans les missions reconnues à l'inspection générale des finances. Missions dans les entreprises, missions dans les comptes généraux du Trésor, missions dans les provinces, missions dans les recettes, ainsi de suite. L'élément suivant, comme stratégie, nous avions changé les modes de contrôle. Nous avions décidé de passer au contrôle concomitant, que la direction de l'inspection générale des finances a débaptisé la patrouille financière, qui est au fait un contrôle qui doit se faire au même moment que le gestionnaire est en train de poser ses actes. Ce contrôle, nous l'avons placé à des endroits ci-après. À la Banque centrale, au compte général du Trésor. Aujourd'hui, nous savons chaque jour qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Cela n'était pas le cas. On n'a jamais été au courant de ça. C'est aujourd'hui que nous avions placé. Nous avons une équipe permanente que nous changeons dans tous les cas. Et nous sommes au courant de chaque sortie des fonds publics. Et nous ciblons les fonds à problème. Dès lors que nous voyons l'écriture que l'argent sortira aujourd'hui au profit de tels services, de tels ministères, nous dépêchons les inspecteurs qui attendent l'arrivée de l'argent pour encadrer. C'est là que ça énerve. C'est là que ça énerve. Et comme je vous ai dit, les contrôles concomitants, la patrouille, elle est permanente. Et elle ne s'arrête pas. Ce n'est pas comme une mission, vous venez pour 30 jours, vous partez. Quand nous venons en patrouille financière, nous y restons. Une année, 2 ans, on est avec vous. Juste à ce que vous allez comprendre qu'il faut changer de méthode de travail. Donc, nous sommes passés donc du contrôle a posteriori, qui était un contrôle inefficace, à un contrôle concomitant appelé la patrouille financière. Nous l'avions placé à la Banque centrale. Nous l'avions placé dans la chaîne de la dépense. Nous savons ce qui entre comme demande de sortie des fonds. Quels sont les documents qu'il y a dans cette demande? Est-ce qu'il y a régularité ou pas? Nous nous interposons pour repousser les demandes qui ne sont pas justifiées. Nous avions placé ces contrôles dans plusieurs entreprises et établissements publics où il y avait un mouvement important de fonds. Nous avons aujourd'hui des inspecteurs en permanence, ça fait une année. FONER, SNEL, Régie des eaux, CEC, FPI, OCC, ONATRA, GECAMIN, SNC, partout où il y avait des intérêts financiers importants, nous avions placé. Et là, ce sont des missions qui ont produit. Nous avions constaté la présence de plusieurs prédateurs avec des faux marchés, des faux fournisseurs, des faux prestataires, qui sont aujourd'hui en difficulté avec nous parce qu'ils pensaient que nous étions venus pour un mois et nous sommes, ça fait une année, et nous y resterons jusqu'en 2025. Nous y resterons. Nous avons placé donc des équipes qui contrôlent chaque jour qu'est-ce qui sort de la SNEL, qu'est-ce qui sort de la Régie des eaux, qu'est-ce qui sort à la GECAMIN, qu'est-ce qui sort à la SC. Partout, nous contrôlons. Et nous nous interposons pour dire ça, ça ne sort pas.
Et l'effet, c'est quoi? Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé des arriérés importants dans ces entreprises. Aujourd'hui, nous sommes fiers, mon adjoint l'a dit, nous avions apuré les arriérés de salaire. Il n'y a qu'une seule entreprise publique qui a 36 mois d'arriérés de salaire, c'est l'ONATRA. Toutes les autres entreprises sont à jour. Il n'y a plus d'arriérés de salaire. Imaginez la pression sociale qu'on devait avoir si on n'avait pas fait ce travail pour privilégier le paiement des avantages sociaux du personnel. Nous avons réglé ces problèmes. Nous avions intériorisé aux mandataires publics le paiement des impôts. Dans toutes ces entreprises, nous avions trouvé des gens qui ne payaient pas les impôts, qui prélevaient les impôts sur les salaires, qui prélevaient la TVA, mais qui ne les reversaient pas. Nous avions imposé dans le fonctionnement, 1, payer les salaires, 2, payer les impôts, et 3, vous, les mandataires, payez-vous. Après avoir payé les travailleurs, après avoir payé l'État, ce n'est qu'après que vous allez vous faire payer vous-même. Et enfin, l'exploitation, parce que les entreprises doivent fonctionner comme 4e priorité. Donc nous avions imposé cette patrouille financière dans des entreprises sélectionnées. C'est ce qui cause aujourd'hui la nervosité. C'est là la nervosité. Nous avions placé la patrouille au niveau des régies financières, à la DGDA, à la DGI et même à la DGRAD. Nous sommes là, ça fait une année, on ne relâche rien. Nous contrôlons chaque jour comment ces régies fonctionnent, comment ils collectent, et nous sommes derrière. Et ça a donné les résultats. Nous avions placé la patrouille au niveau des provinces. On ne pouvait pas être dans toutes les provinces. Je vous ai parlé des 225, mais il y a une partie, 80 personnes qui sont encore en formation. Dans l'opérationnalité, nous sommes dans les 140. Nous avions placé les inspecteurs dans les provinces. Nous avions sélectionné le Congo central. Nous avions pris les Lualaba, nous avons pris les Haut-Katanga, nous avions pris Kwilu, nous venons de prendre Sud Kivu, nous avions pris Kwango et nous avions pris la ville-province de Kinshasa. Nous avons placé la patrouille financière qui censure. Voilà un peu comment nous avions changé. Donc nous avions quitté les contrôles a posteriori vers les contrôles concomitants. Et s'il le faut, nous passerons au contrôle a priori. Parce que c'est aussi dans nos attributions. Nous pouvons y arriver parce que la loi nous reconnaît cela. Je voudrais également dire, comme je vous l'ai dit, on a placé les curseurs du contrôle plus haut. C'est parmi les stratégies, nous avions dit à notre hiérarchie, arrêtons de contrôler les comptables et les directeurs financiers, les véritables responsables de la gestion que nous connaissons. C'est au fait plus haut qu'il faut aller. Donc il faut aller contrôler les ministres, il faut aller contrôler les DG, il faut aller contrôler les gouverneurs de province pour petit à petit changer la situation. C'est aussi un élément. Et nous allons y rester, nous allons le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre. Je voudrais également donner un dernier élément ou avant-dernier. C'est nous avions travaillé sur les sanctions d'un contrôle. J'aimerais que vous sachiez qu'avant nous, les rapports de l'inspection générale des finances étaient uniquement destinés à notre hiérarchie. Vous contrôlez, vous faites les rapports, vous envoyez au cabinet du chef de l'État pour exploitation. C'était ça le mode opératoire. Nous avions dit, il ne sera plus question. Nous devons changer. Nous avions visé alors 3 niveaux de sanctions. 1, quand nous contrôlons, nous établissons les rapports, nous devons tout faire pour activer la sanction administrative. La sanction administrative, c'est la sanction que doit donner l'autorité de qui dépend les contrôlés. On contrôle les DG, nous devons harceler, excusez-moi le terme, son chef hiérarchique, qui est le ministre, à les sanctionner. Bien sûr, nous passons par notre hiérarchie, nous faisons les rapports, le rapport est adopté, nous avons des instructions, nous l'orientons aux responsables de l'entreprise. Si c'est un établissement public, c'est les ministres sectoriels. Si c'est une entreprise publique, c'est les ministres du portefeuille. Nous demandons que les sanctions soient prises. Il n'est plus question qu'un contrôle qui s'est soldé par une mégestion caractérisée et des détournements, que ce contrôle-là puisse trouver son terminus dans les tiroirs. Il faudra qu'on applique des sanctions. Donc nous avions activé la sanction administrative. Deuxièmement,
nous avions travaillé sur la sanction judiciaire. C'est ce qui ne se faisait pas à l'inspection générale des finances. Nous avions dit que nous sommes des OPJ. Pourquoi nous avions contrôlé, on découvre des faits infractionnels, nous n'activons pas les cours et tribunaux. Nous avions commencé dès 2020 à activer la sanction judiciaire. Quand on découvre dans un dossier qu'il y a des infractions en rapport avec les détournements des deniers publics, nous faisons un PV à tant qu'OPJ et nous saisissons les procureurs et nous lui demandons de poursuivre. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions traduit beaucoup de contrôlés en justice. Et cela est légal, c'est dans nos compétences. Malheureusement, on ne l'exerçait pas avant. Quand nous avions commencé à le faire, les gens ont considéré que c'était les habits. Il y a des gens qui nous ont dit non, il faut faire les contrôles, faire les rapports et attendre. Non, si vous voulez lutter, il faut sortir des sentiers bâtis, changer de méthode en rapport avec les comportements des gens qui gèrent. Voilà donc, deuxième niveau, nous avions activé la sanction judiciaire. Et enfin, troisième élément, troisième sanction, nous avions misé sur la réprobation sociale. Et pour moi, c'est important. La réprobation sociale, c'est aller vers le quatrième pouvoir de la société, communiquer, donner l'information sur les bandits, les détourneurs, pour qu'ils puissent crier. Parce qu'il y a une réalité. Les mauvais gestionnaires ont besoin d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avions dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous avons trouvé une mégestion grave qui sont auteurs dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et ils lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parlait. Nous, on ne les cite pas. On ne les cite pas. Donc, nous avions décidé de déclencher cette sanction. Elle est importante, c'est pourquoi vous êtes là. Vous constituez une force. Moi, parfois, je suis étonné. Quand il y a des problèmes, les gens considèrent ça comme un problème entre Alinguete et un prédateur. Je n'ai jamais un problème avec un prédateur. Si vous comprenez le fonctionnement de l'inspection générale des finances, je n'ai jamais fait une mission sur terrain, moi. Jamais. On demande une mission, mon rôle, c'est de signer l'ordre de mission. L'exécution, nous avons des inspecteurs généraux, chefs de brigade, qui ont la mission d'encadrer, d'exécuter. Ils finissent, je ne vois que les rapports finaux. Et quand il y a les rapports finaux, ces inspecteurs généraux sont, autant que moi, inspecteurs, revêtus de mêmes compétences. Donc, quand ils rendent leurs conclusions, même moi, je suis devant un fait. Je ne peux pas modifier une seule conclusion d'un inspecteur. Parce qu'il nous amène les conclusions. Et nous, au niveau de la direction, on ne fait qu'analyser les conclusions et adopter. Imaginez que je me mette, moi, à prendre les rapports des inspecteurs à mettre dans les tiroirs, ou à prendre les rapports des inspecteurs à dire non, cette conclusion, il faut modifier. Je vais être la personne qui aura mis frein à un élan patriotique parmi les inspecteurs. Je ne peux pas jouer à ce rôle. Je peux vous dire, parfois, je me retrouve devant des situations embarrassantes. Tout récemment, le PCA de l'ONATRA, qui est à Makala, est mon cousin. Je vous le révèle. Mais j'étais devant une évidence. Je ne peux rien faire. Il venait me voir à tout moment quand il a été nommé. Je lui ai dit, faites attention, faites attention. Quand on est parti le contrôler, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je n'étais même pas là. C'est mon adjoint qui a déclenché la mission. Les conclusions sont arrivées, nous tous, devant l'évidence. Je ne pouvais rien faire, rien. Et il est à Makala. On est devant, parfois on est mal compris. Je peux même vous dire, moi le jour où j'ai vu
les conclusions des enquêtes de Boukangalonzo, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que moi, j'ai étudié avec l'ancien Premier ministre. Un homme très intelligent, compétent et organisateur. Nous sommes de la même école. Partout où nous passons, nous laissons les traces d'organisation. Vous sentez qu'il y a un organisateur qui passe. Je ne savais pas que les conclusions des enquêteurs pouvaient être celles-là. Mais quand les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelque peu déboussolé et affaibli. Parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs. Sinon, je vais entrer en guerre avec eux. C'est eux qui font leur travail. Donc, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon travail. Donc, moi, quand les conclusions arrivent, ces conclusions-là deviennent les conclusions de l'inspection générale des finances et je suis obligé de défendre cela. Malheureusement, on ne se comprend pas. Tout récemment, tout ce qu'il y a comme bruit, je n'ai jamais été dans une entité pour faire un contrôle. Celui qui amène tous les prédateurs arrêtés dans la patrouille financière, c'est le chef de brigade de la patrouille financière. Il est sur terrain, je ne sais pas s'il est là. Voilà, c'est lui. C'est lui qui dirige la patrouille financière. Voilà. Général. C'est lui qui dirige la patrouille financière. Voilà. C'est le même, pas moi. C'est lui qui dirige la patrouille financière. C'est lui qui arrête les gens. Moi, je suis au courant. Nous, on est au courant les soirs à 19h. On nous amène les personnes qui ont été pris dans les filets. Et quand on vous expose les faits sont tellement patents, vous ne pouvez rien faire que accepter et dire, voilà, nous y allons. Donc, nous voulons que vous puissiez comprendre que la lutte contre le détournement, c'est votre problème. C'est notre problème et c'est le problème de tous les pays. Ce n'est pas un problème d'un individu. Que je sois là ou pas, je pense que l'élan patriotique à l'inspection générale des finances aujourd'hui, cet élan-là ne va pas s'arrêter. Le travail se fera de la même manière. On n'a jamais eu de problème avec les gens. Et dernière stratégie que nous avions mise en place, c'est au fait ce qui nous permet de nous retrouver ici. Nous avons exploité la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui dit, c'est l'article 5, article 10 et 13, qui demande aux services qui luttent contre la corruption de faire de cette lutte une appropriation collective au travers des ONG, des couches sociales de la population. Donc, cette convention stipule que l'efficacité dans la lutte, c'est lorsque la population s'approprie de ces combats. Voilà pourquoi nous avions adopté la stratégie de communication, la stratégie d'associer les Congolaises et les Congolais dans cette lutte, parce que nous considérons que ce n'est pas un problème de l'inspection générale des finances, ce n'est pas un problème du chef de l'État, c'est un problème de tous les Congolais. Nous devons tous nous investir. Et moi, je vous jure, sincèrement, on peut être compétent, on peut tout faire. Si nous ne luttons pas contre ces phénomènes dans la gestion publique, nous sommes loin de nous développer. Nous devons être là-dedans. Si nous voulons espérer un Congo meilleur demain, bien sûr, ce ne serait pas en 2023. C'est un travail de longue haleine qui peut nous prendre 5-10 ans, mais petit à petit, le pays va prendre une autre direction. Et je vous invite, comme quatrième pouvoir et le pouvoir le plus efficace, vous ne savez pas quand vous parlez comment les trois autres pouvoirs tremblent. Parfois, vous ignorez ça. Vous ne savez pas quand vous parlez avec des arguments solides, irréfutables, comment vous faites manquer de sommeil aux prédateurs. Usez de votre pouvoir positivement et dans l'intérêt du pays. Nous, je ne suis pas venu aujourd'hui pour demander que les journalistes soient de notre côté. Vos critiques, si on ne vous critique pas,
alors vous allez tout droit vers la dictature. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'accepte les gens qui nous critiquent et ils nous aident à nous améliorer. Et je veux que les gens qui nous critiquent continuent de nous critiquer. Il faut qu'ils nous critiquent. Et nous allons profiter de ces critiques pour nous améliorer. Qu'ils restent dans les critiques, ça nous aide. Ceux qui nous critiquent sont aussi nos serviteurs. Et ceux qui nous appuient, j'aimerais qu'ils nous appuient, non pas dans le militantisme, non pas dans les djalelo, mais qu'ils nous appuient en regardant effectivement ce que nous faisons, si c'est bon de nous appuyer. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous communiquer, pour que ceux qui nous critiquent en connaissance des causes, et ceux qui nous appuient également en connaissance des causes. Voilà les journées d'échange citoyen instaurées par l'inspection générale des finances sont des journées de sensibilisation des couches sociales pour faire porter les messages de la lutte contre la corruption et le détournement et pour faire comprendre à ceux-là qui peuvent influer positivement sur la marche de la nation comment nous faisons notre travail. Président, j'ai dit je vous remercie. J'allais dire, dites Amen. Amen. Mais je ne vais pas le dire. Bon, je pense que c'était on ne peut plus clair. Je sais que c'était on ne peut plus clair. Ce que je vous propose, nous avons suffisamment de la documentation. Les exposés ont été très clairs. Chacun sait ce qu'il doit faire comme travail. En tant que journaliste, en tant que patriote, en tant que citoyen. Je vous ai dit au début que ce n'est pas une conférence de presse où il y a polémique, il y a des choses à découvrir. C'est tout simplement, on est venu nous abreuver à la source. S'il y a quelques questions, attendez, pour alimenter vos journaux, vos publications, en bas, vous le prenez en aparté, vous faites votre travail. En bas, il va y avoir la photo de famille, d'une manière sectorielle, ordonnée, suivant le protocole. Et puis, tout le protocole va suivre son cours. Normal. Vous consommez suffisamment et modérément et vous laissez l'inspection dans l'état où vous l'avez trouvé, c'est-à-dire propre, ordonné. Parce que vous avez vu qu'en entrant là-bas, jusqu'ici, tout est en ordre. N'est-ce pas? Il y a moins de ministères qui peuvent présenter aussi un bel habit comme ça. Donc, félicitations à eux. On peut les applaudir pour les réfléchir. De nous avoir reçus. Même PO a applaudi. Vous se mettez derrière moi et l'avocat près du peuple est juste devant moi. Donc, monsieur l'inspecteur, moi, ce que je peux vous demander, là, en tant que président, c'est de descendre. S'il y a un ou deux confrères avec les caméras, il y a un stand-up derrière, vous mettez une ou deux questions pour compléter. Sinon, pour le reste, on a tout ce qu'il faut. Le poteau doit faire son cours. Vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui que je fais. Alors, vous restez calme dans la salle, vous ne bougez pas. Vous laissez l'inspecteur avec son équipe sortir. Et nous allons sortir en discipline. Vous restez là, monsieur. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balo bakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo?
pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Et au monde de la chaîne, impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.